Chers internautes, bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Informatique News pour cette nouvelle édition d'InfoNews Hebdo. Comme chaque semaine, nous allons passer en revue l'information de la semaine, les différentes news de la semaine et tenter de les décrypter en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Thomas. Guy Hervier qui est le rédacteur en chef d'Informatique News. Alors Guy, pour commencer cette semaine, on va débuter cette rétrospective avec une controverse entre l'USF, qui est l'union des utilisateurs de SAP francophones, et SAP. Alors effectivement, il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit un peu trivialement. Il se trouve que SAP, qui a eu sa grande conférence annuelle SAFA, qui s'est tenue à Orlando en mai dernier, donc il y a un mois, a donc présenté une nouvelle politique tarifaire et de licence. Et a indiqué, donc écrit, que c'était endorsed by a user group. Donc en gros, ça veut dire que c'était endossé, soutenu par les groupes d'utilisateurs. Donc vous avez cité l'USF, qui est une des branches des groupes utilisateurs de SAP, mais il y a tous les utilisateurs SAP dans le monde. Et donc là, pour le coup, SAP, enfin USF plutôt, s'est fendu d'un petit communiqué en disant que pas du tout, ils n'avaient pas soutenu cette nouvelle politique tarifaire, qui constatait qu'il y avait une certaine amélioration dans les pratiques commerciales de SAP, mais qu'ils ne soutenaient pas. Et ça, je dirais que ça fait référence à une tension qui existe entre les utilisateurs SAP d'un côté et l'éditeur, mais c'est pas seulement lié d'ailleurs à SAP. Le SIGREF, il y a quelques mois, enfin quelques semaines, avait publié un document dans lequel il expliquait les tensions qui existaient entre les grands éditeurs. Donc il y avait SAP, il y avait Oracle, il y avait Microsoft, donc, et IBM aussi, les tensions qu'il y avait entre les deux, et apparemment des tensions qui sont toujours tenaces. Donc c'était un petit correctif que USF a tenu à apporter, et je pense que SAP va devoir le prendre en compte. Guy, vous avez cité juste avant IBM. Bien IBM, on peut continuer de parler d'eux justement, ils ont décidé d'injecter un peu d'IA dans leur base DB2. Alors maintenant, on ne sait pas si c'est... bon, pour resituer, effectivement, ils ont annoncé leur nouvelle version de DB2. Alors DB2, pour les plus anciens de nos lecteurs, ils connaissent, puisque c'est une base de données qui a été lancée en 83, donc ça date pas d'aujourd'hui. Oui. Et je dirais que DB2, c'est avec Microsoft et Oracle, c'est les trois grands des bases de données relationnelles. Donc ils ont appelé ça AI Database, donc Artificial Intelligence Database. Donc c'est un peu le côté l'étiquette marketing. Hein. Vous vous souvenez, Oracle l'année dernière avait baptisé sa nouvelle version Oracle Autonomous. Donc en gros c'est la base qui se gère toute seule. Là c'est la base intelligente, on va dire. Donc comme vous le disiez, ils ont injecté un peu de machine learning pour aider les administrateurs à la fois mieux gérer la base de données, mais aussi mieux utiliser les données, c'est-à-dire accéder aux données et faire les traitements. Et puis ils ont aussi apporté une meilleure connexion, intégration avec tout un tas de frameworks open source, de frameworks de développement, donc qui permettent à des gens de développer avec ces frameworks-là et d'accéder à la base de données. Donc c'était une nouvelle version importante pour DB2. Sur le front des PC et des tablettes, l'une des dernières prévisions d'IDC prévoit encore une baisse pour ces deux marchés qui sont en baisse maintenant depuis plusieurs années. Alors effectivement, ce sera, puisque c'est en 2019, c'est les prévisions d'IDC, comme vous le rappeliez, prévoit une baisse de 3% sur le marché. Alors, marché de quoi? Marché des PC, donc PC desktop, des PC portables, des super portables, et puis des tablettes. Ils ont mis tout ça dans un même package. On est à un peu moins de 400 millions d'unités, donc c'est quand même important, mais c'est un marché qui est en baisse. Et je dirais que c'est pas seulement les PC, parce qu'on sait que les PC, ça fait bien longtemps qu'ils sont dans les entreprises, donc on est sur un marché de renouvellement. Mais les tablettes aussi sont responsables de ce phénomène de baisse, dans la mesure où, quand ça avait été lancé, on se souvient de l'iPad, hein, d'Apple, il y avait une espèce d'effervescence autour de cet nouvel outil qu'on ne savait pas très bien situer. Et puis là, on se rend compte que finalement, les tablettes sont quand même coincées entre
d'un côté les smartphones, dont certains ont des écrans qui sont de plus en plus grands, on a parlé de phablettes, et puis les PC portables. Et donc finalement, cette notion de 3 écrans, que Microsoft avait essayé de pousser en avant, a du mal à s'imposer, parce que gérer 2 écrans, c'est déjà pas mal, gérer 3, ça fait beaucoup, et puis surtout, pour le budget, ça fait un peu mal. Donc on comprend que, on est sur un marché de renouvellement, ce qui est aussi vrai d'ailleurs pour les smartphones, puisque depuis 2-3 ans, le marché des smartphones, mais là on est à des chiffres de 1,5 milliard de smartphones qui ne vendent pas, donc c'est des ordres de grandeur qui sont un peu différents, mais en tout cas on est vraiment entré dans le marché du renouvellement, ça c'est clair. On va basculer maintenant sur le segment du Big Data, et il semblerait que pour les spécialistes d'Hadoop, la situation soit un peu plus complexe qu'anticipé. Alors effectivement, donc les spécialistes, c'est Mapper, Cloudera et Hortonworks, donc c'est les 3 qui ont, de manière assez différente, les uns avec des distributions commerciales, les autres très open source, connaissent de grandes difficultés. Donc il y a eu Mapper qui il y a quelques semaines a annoncé qu'il licenciait quelques dizaines de personnes, mais c'est pas une entreprise gigantesque, donc c'était quand même important. Et puis là, c'est Cloudera qui avait fusionné avec Hortonworks il y a déjà quelques mois, dont le patron démissionne et qui annonce des résultats financiers qui ne sont pas très bons et le cours de bourse qui s'effondre. Donc je dirais que c'est vraiment un questionnement qui se pose autour de cet univers qui est un peu spécifique, qui est lié à Hadoop. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est spécifiquement lié à Hadoop, qui est une technologie finalement qui est peut-être trop complexe ou trop difficile à mettre en œuvre, je ne sais pas, ou est-ce que c'est lié à ces entreprises qui n'ont pas pris les bonnes décisions? Et là, j'avoue que je n'ai pas de réponse sur cette question, mais toujours est-il que ces 3 entreprises qu'on citait en permanence autour d'Hadoop connaissent de grandes difficultés. Alors, pour poursuivre, on va parler un peu de Cisco. Cisco qui vient de racheter Centrio. Alors, pourquoi on en parle? Parce que, Cisco, tout le monde connaît, Centrio un peu moins, parce que c'est une start-up française spécialisée dans les sécurités des systèmes industriels, donc c'est un peu particulier, c'est le système SCADA, et en particulier, mais qui évolue vers IP aussi. Donc, on en parle parce que finalement, c'est pas la première fois que ça arrive ces derniers temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais SAP avait racheté Contextor dans le domaine du RPA, donc de l'automatisation des processus logiciels. Donc je dirais que c'est à la fois bien parce que ça montre que finalement les startups françaises développent des technologies qui sont intéressantes. D'un autre côté, c'est moins bien parce que ça veut dire qu'elles ont à peine le temps de grossir, qu'elles se font acheter par d'autres. Donc je dirais qu'on est un peu mitigé sur cette tendance. Évidemment, ce qu'on espère, c'est que les startups françaises puissent se développer de manière harmonieuse et intéressante sur le long terme. On va continuer à parler des grands groupes, et cette fois-ci d'Oracle et Microsoft, qui ont décidé de se rapprocher en matière de cloud public pour mieux résister à un autre géant qui est AWS. Alors effectivement, là on est typiquement dans les grandes manœuvres qui se passent dans le domaine du cloud public. Donc on le dit régulièrement, AWS est loin devant, c'est presque 30% de part de marché. Microsoft avait bien fait j'allais dire le terme un peu sportif, remontada, la Coupe du Monde de football va bientôt arriver, des femmes. Malgré tout, Google était en embuscade puisqu'ils avaient récupéré le patron de l'activité cloud chez Oracle. Donc, pour Microsoft, c'était pas problématique. Pour Oracle, qui est arrivé beaucoup plus tardivement sur le cloud et qui a des ambitions importantes, mais qui finalement est encore très loin derrière, il fallait faire quelque chose. Donc, je dirais que ce partenariat entre les deux est la conséquence logique, le constat que tire Oracle de sa situation actuelle. Donc,
les deux vont se renforcer, ça c'est clair. Les partenariats existaient déjà, puisqu'on pouvait faire tourner, depuis plusieurs années, on pouvait faire tourner la base de données Oracle sur une machine virtuelle Hyper-V dans le cloud public d'Azure, donc ça existe depuis un certain temps. Donc là on va un peu plus en profondeur, avec une connectivité directe sur les clouds. Donc ça veut dire que finalement une entreprise va pouvoir avoir, là on est vraiment dans l'ère du multi-cloud, avoir un système qui se partage entre le on-premise et puis non seulement soit l'un soit l'autre, mais éventuellement les deux pour des raisons diverses et variées. Donc en fait, c'est deux entreprises qui s'associent, comme vous le disiez, pour faire front face à un grand leader et puis à un troisième qui a de fortes ambitions. Donc on est vraiment là, je dirais, dans le partage d'un marché qui est en train de se consolider. Et qu'est-ce qu'il en adviendra, on ne sait pas encore très bien, mais en tout cas, les grands leaders se dessinent et les positions semblent maintenant s'implanter de manière assez durable. Donc c'était un événement important qui semble redessiner l'environnement global du marché du cloud public. Ça, c'est clair. Très bien. Alors, si on se tourne vers la semaine prochaine, on prend un tout petit peu d'avance, un organisme bien connu, le Syntec Numérique, qui rassemble les acteurs français de l'industrie numérique, s'apprête à souffler la semaine prochaine ses 50 bougies. Oui, alors j'allais dire ça ne nous rajeunit pas. Donc 5 ans, effectivement, ça fait 1969. Donc là, on était finalement, pas au tout début, mais au début de l'informatique française. Et donc Syntec Numérique, qui à l'époque ne s'appelait pas Syntec Numérique, c'est beaucoup plus récent. Donc Syntec Informatique, c'était en fait une des branche du Syntec tout court, le syndicat, donc va effectivement fêter ses 50 ans, donc organise une grande, alors c'est pas une conférence, c'est un événement qui va se situer à l'hippodrome de Longchamp, et donc à ce titre-là, donc le titre de leur table ronde, c'est l'avenir explique le futur, ou quelque chose comme ça. Donc bon, c'est un peu décalé. Donc il y aura la présence de Cédric O, qui est le secrétaire d'État au numérique. Il y aura une conférence plénière avec Luc Ferry, on sait qu'il parle pas mal d'intelligence artificielle ces derniers temps. Il y aura également une table ronde avec ArcelorMittal, enfin les patrons d'ArcelorMittal et du Crédit Agricole. Donc bon, un événement important. Et d'ailleurs, si on prend l'autre organisme qui, lui, c'est le SIGREF, le Syntec, c'est les éditeurs et les sociétés de services. Le SIGREF, c'est les DSI. Le SIGREF va fêter ses 50 ans l'année prochaine, lui aussi, en créé en 70. Donc on voit bien que c'est vraiment le début de cette aventure, si je puis dire, et il est relativement normal que ces deux organismes aient été créés à peu près à la même époque. On va finir cette chronique, comme à notre habitude, sur notre rubrique coup de cœur, coup de gueule, et cette fois-ci plutôt un coup de gueule sur le fait que Google a enregistré une panne, a subi, je devrais plutôt dire, une panne de 5 heures. Bah, subi, je ne sais pas trop si on peut dire subir, parce que finalement subir, ça voudrait dire que c'est un événement extérieur qui a fait qu'il y a eu cette panne. Non, c'est qu'ils n'ont pas bien géré, ils n'ont pas géré correctement leur système, donc il y a eu une panne. Donc effectivement, une panne de 5 heures, ça se remarque. Donc ça s'est traduit par soit des interruptions complètement sur YouTube, sur la messagerie, ou un ralentissement, donc l'un ou l'autre. Mais en tout cas, ça montre que finalement, même les grosses structures, parce que Google, parmi les grosses structures, il y en a bien une, c'est celle-là, ne sont pas à l'abri de problèmes de fonctionnement. Donc ça veut dire que, bon, ça arrive pas trop souvent, puis là ça dure 5 heures, donc on peut se passer de YouTube pendant 5 heures, c'est pas très gênant. Mais enfin, en tout cas, ça veut dire que avec cette évolution de plus en plus prononcée et marquée vers le cloud, on sera peut-être à l'abri de ce genre de phénomène de plus en plus fréquemment. Mais enfin, bon, en tout cas, on voulait marquer cette interruption de Google pendant 5 heures, qui est un événement notable. Très bien, merci Guy. Chers internautes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Et à la semaine prochaine.